Et sans plus attendre, je vais également partager mon écran et vous faire quand même une petite présentation de notre cabinet. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la préparation d'un entretien de recrutement. Avant de commencer, en complément de la présentation qui vient d'être faite, je voulais quand même introduire le cabinet de Corniol et Agnès. Alors, moi, je suis Stécie Zakrachek, je suis consultante en recrutement au sein de ce cabinet, cabinet de recrutement généraliste qui a été fondé par Cyril de Corniol et Jérôme Agnès il y a plus de 15 ans maintenant, donc en 2009. Nous sommes un cabinet de recrutement initialement généraliste, hein, puisque nous avons tout de même vocation à travailler dans les trois grands secteurs d'activité, primaire, secondaire et tertiaire, mais nous avons développé depuis la création de notre cabinet une expertise plutôt dans le secteur des vins et des spiritueux, l'agroalimentaire au sens large et aussi le packaging, qui est une activité un petit peu connexe à ces deux secteurs d'activité. Nous sommes un partenaire plutôt régional pour nos clients, puisque nous intervenons, donc nous sommes basés à Bordeaux, comme ça a été dit, nous intervenons beaucoup en Gironde, Charente limitrophe, d'où aussi la spécialisation dans le secteur des vins et spiritueux, hein. C'est pas, c'est pas un hasard, c'est pas anecdotique. Et nous rayonnons de façon systématique dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine et de façon régulière sur l'ensemble du territoire national par le biais de certaines filiales de nos clients avec lesquels nous travaillons, puisque nous travaillons avec des entreprises qui sont aussi bien des TPE, des PME, des sociétés familiales et des filiales de grands groupes. Et c'est plutôt par le biais de cette dernière typologie de clients que nous sommes amenés à nous exporter un petit peu au-delà de la région et de travailler un petit peu partout en France, sur l'ensemble du territoire national, voire à l'international pour certaines fonctions basées à l'étranger. Nous intervenons sur des fonctions aussi bien techniques, des fonctions commerciales et aussi beaucoup de fonctions support. Sans distinction du statut, comme nous travaillons vraiment sur mesure en fonction des organisations, que nous travaillons dans certaines PME où finalement il y a le dirigeant et que des agents de maîtrise. Bon, quelque part, on ne fait pas de distinction entre le statut employé, technicien, agent de maîtrise, cadre. On a vraiment un panel assez large en termes de recrutement. Notre travail en tant que cabinet de recrutement, je pense que pour la plupart, vous comprenez quand même notre intervention, mais bon, pour contextualiser aussi les points que je vous présenterai par la suite, j'aimerais vous repréciser le rôle de notre cabinet. Donc, nous travaillons en exclusivité pour nos clients, c'est-à-dire que nous sommes le seul mandataire de recrutement à intervenir sur une mission de recrutement. Et ça, c'est quand même un confort que ce soit pour nous, déjà, pour nos clients, mais aussi pour nos candidats, puisque toutes les candidatures transitent par notre cabinet, que ce soit des candidatures qui sont faites en direct auprès de notre client, donc la société, les candidatures externes, donc on reçoit par le biais des annonces. Toutes les candidatures transitent par nous et ça donne aussi bien aux clients qu'aux candidats une vision quand même globale du processus de recrutement. Vous savez par notre biais combien de candidats il y a en lice sur le processus de recrutement et ça nous permet quand même de vous tenir informés de façon assez précise. Donc, notre rôle, bah, c'est de prendre en charge de A à Z un processus de recrutement, depuis la diffusion des annonces avec un rôle de conseil sur la fiche de poste, le profil, le cas échéant, d'assurer l'étude, la sélection des candidatures sur retour annonce, de l'approche directe, le cas échéant, les entretiens téléphoniques, les entretiens de sélection en présentiel ou en visio de plus en plus. À l'issue de ce processus de sélection, nous présentons ce que nous appelons une shortlist. Assez simplement, c'est entre 3 et 5 candidats en général, rarement plus, qui correspondent le plus au cahier des charges de notre client, qui vont rencontrer le client final, donc interlocuteur technique, N plus indirect, RH, direction, en fonction des processus qui ont été définis avec l'entreprise. Et nous assurons également un rôle d'accompagnement pour les candidats qui vont à ces étapes. Rôle d'accompagnement qui se matérialise par un point préparatoire en amont des entretiens. Et c'est ce qu'on va essayer de matérialiser un petit peu ensemble lors de cette présentation aujourd'hui. Le but lors de cet échange, c'est de préparer nos candidats de façon très personnalisée à l'entretien avec le client final.
Donc, bien sûr, de donner des conseils assez génériques sur la conduite d'un entretien, mais aussi après d'adapter les conseils en fonction du profil du candidat pour bien mettre en valeur votre expérience professionnelle, les atouts, être capable d'anticiper aussi les questions que pourront avoir nos clients. Et voilà, l'avantage de travailler en exclusivité avec des clients assez historiques pour la plupart, c'est qu'on connaît bien nos clients, donc on est aussi capable de vous dire, bah, attention, monsieur Untel, il est très sensible à ça, donc vous, par rapport à votre profil, il vous questionnera sans doute sur ça. Donc on fait le point en amont à cet effet et après l'entretien avec le client et tout au long du processus de recrutement, nous accompagnons le candidat retenu lors de la phase de contractualisation de l'embauche. Donc en tant que cabinet de recrutement, par opposition à l'intérim, nous ne sommes pas porteurs du contrat de travail, mais bien sûr, nous vous accompagnons lors des échanges autour des conditions de travail, de rémunération, s'il doit y avoir entre guillemets négociation, on est là pour continuer à jouer ce rôle d'intermédiaire et de facilitateur, finalement pour que les deux parties tombent d'accord et signent la promesse d'embauche. Notre travail ne s'arrête pas là puisque nous dispensons ensuite un accompagnement durant l'intégration du candidat, durant la période d'essai initiale, quelle qu'en soit sa durée conventionnelle, où là, nous allons effectuer des points téléphoniques réguliers avec le candidat d'une part et d'autre part avec le client, donc en général N plus 1 direct et ou RH lorsqu'il y en a et selon les processus définis dans l'entreprise. Le but étant de s'assurer que la mise en relation se passe bien, qu'il n'y a pas d'écart entre la réalité du poste et de l'environnement par rapport à ce qui avait été défini et si besoin, vous aider à faire passer des messages sans prise de parti. Encore une fois, c'est des messages ascendants comme descendants. Le but étant que vous trouviez votre mode de communication avec votre nouvelle société les retours qu'on a, c'est que c'est toujours appréciable d'avoir une tierce personne pour qui n'est pas dans le quotidien de l'entreprise, auprès de laquelle vous pouvez exprimer vos doutes, vos étonnements, vos inquiétudes, ou même parfois pour vous faire remonter des sujets qui sont positifs, hein, puisqu'on sait que quand on est un petit peu dans le quotidien, la tête dans le guidon, entre guillemets, on n'a pas toujours de retour sur notre travail. Et donc, notre rôle, c'est de faire ça pendant la période d'essai afin de s'assurer que ce sera un succès. Notre travail, par contre, s'arrête au moment où la période d'essai initiale est confirmée. Donc voilà pour le cabinet de Corniol et Agnès. Et donc, sans plus attendre, passons au vif du sujet, l'entretien de recrutement. Donc la thématique du jour, c'est préparer l'entretien de recrutement. Le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que un entretien de recrutement, bon, que ce soit avec le cabinet ou l'entreprise, finalement, l'entretien, c'est le point culminant un peu d'une candidature et souvent déterminant. Il y a le CV sur le papier, on le sait tous, puis il y a le contact réel, que ce soit pour le client ou même pour le candidat, hein. Parfois, on se dit, ah, j'aimerais beaucoup travailler pour cette société, le poste, le descriptif de poste me convient parfaitement, et puis après, il y a le contact. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'entretien, c'est un point décisif dans une candidature. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple, on le sait, voilà, l'aisance dans la présentation orale, il peut y avoir un petit peu de stress en fonction de l'enjeu que le poste peut représenter pour vous. On se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir dire. Si on est un profil junior, bah, comment est-ce que je vais pouvoir valoriser pendant 1 heure mes 6 mois de stage? Quand on est un profil plutôt expérimenté, comment je vais faire tenir 20 ans d'expérience et mettre en valeur 20 ans de savoir-faire en 1 heure? Et le message voilà, que je voulais vous faire passer, c'est que dans les faits, un bon entretien, c'est déjà bien en amont de l'entretien, donc avant, pendant et après. Donc je vais me permettre d'aborder quand même chacune de ces étapes qui vont nous être utiles pour tout un processus de recrutement. Euh, donc, avant l'entretien, déjà, c'est préparer sa candidature. Préparer sa candidature, c'est euh, se positionner. Bien préparer sa candidature pour maximiser ses chances par la suite d'être pertinent en entretien. Alors déjà même d'être retenu pour un entretien et derrière d'être pertinent en entretien. Donc ça commence déjà par la réflexion qu'il faut mener en amont de la candidature. Et donc, c'est se questionner sur vos attentes. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui m'intéresse? Quelles sont mes compétences? Quelles sont les missions qui me plaisent? Ou à l'inverse, qui me déplaisent. Idem pour les secteurs d'activité quelque part. Voilà,
dans quels environnements j'ai travaillé, qu'est-ce que j'en retire, est-ce que c'est le produit, l'activité de la société qui m'intéressait, est-ce que c'est plutôt la taille de l'entreprise. Voilà, tout ça sont des facteurs à prendre en compte dans la préparation de votre candidature pour pouvoir derrière cibler les offres d'emploi auxquelles vous répondez. Donc après, il faut ce qu'on appelle analyser, scanner l'offre d'emploi. Au-delà de l'intitulé du poste, et ça, on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises dans l'échange, mais au-delà de l'intitulé du poste, est-ce que l'annonce, les missions qui sont décrites, l'environnement, le cas échéant, et je sais bien sûr que tous les annonceurs ne détaillent pas forcément l'environnement, mais est-ce que déjà le listing des missions semble correspondre à ce que je sais faire et à ce que je veux faire? Bon, une fois que la réponse est oui, on personnalise sa candidature. C'est-à-dire, bon, il faut quand même adapter son CV. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'il y a une multitude d'environnements, une multitude de candidats. Voilà, il y a pas, voilà, il y a pas un environnement qui se ressemble, il n'y a pas un profil qui se ressemble. En revanche, il faut quand même essayer de rendre intelligible son CV, ne serait-ce que le titre, et surtout faire attention aux intitulés de poste propres à chaque société. Noël, lorsque nous sommes rencontrés, nous expliquait qu'il existe, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais plus de 200 dénominations recensées par l'Observatoire des métiers pour les métiers du support administratif. Je vais Euh, laisser Monique répondre, du coup, c'est plus, elle le maîtrise encore mieux que moi. Vous avez la chance d'avoir la présidente de Toulouse et qui est responsable de notre observatoire métier. Ah Mais, bon, euh, avec grand plaisir. qui était responsable. Mais oui, c'est vrai qu'il il y a quelques années, on avait fait une étude qui avait permis de recenser plus de 220 dénominations, mais dans une filière qui est quand même très large, hein, toute la filière administrative, excepté les comptables, en fait. Hum, hum. Voilà. Mais Noël avait utilisé un exemple qui m'a beaucoup frappé, que je garde en tête aujourd'hui, sachez-le, c'est l'intitulé de l'Office Manager. Bon, c'est l'exemple incontournable par excellence, mais je me souviens très bien de cet exemple, donc ça a très bien fonctionné. Bon, Office Manager, terme un peu galvaudé qui nous vient de la Silicon Valley, et finalement, d'une entreprise à une autre, on y met un peu Mm. tout ce qu'on veut. Et donc, dans la candidature, quand vous faites votre CV, la question qu'il faut se poser, c'est plus que l'intitulé, c'est essayer de détailler les missions. Alors, ça, CV en une page, en deux pages, ça, je me prononcerai pas sur le sujet, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais en tout cas, l'important, c'est quand même d'expliciter à minima quelques-unes des missions, et notamment les plus importantes pour le poste, parce que derrière l'intitulé Office Manager, il y a tellement de possibilités. Est-ce qu'on gère la communication? Est-ce qu'on gère les RH? Est-ce qu'on gère la paye? Est-ce qu'on gère l'agenda du directeur? Bon, quelque part, il y a une multitude de possibilités, et ça, en fonction du poste auquel vous allez candidater, c'est quand même important de le hiérarchiser. Bon, et quid de la lettre de motivation? On entend beaucoup depuis quelques années, bon, les lettres de motivation ne sont plus lues, est-ce que ça sert bien à quelque chose? C'est pas forcément obligatoire, ça je vous le cache pas. Pas systématiquement regardé, je vais pas non plus vous le cacher, mais en revanche, pour les métiers du support administratif, justement, en tout cas, nous, on le regarde. C'est un élément très important parce que ce sont des fonctions où nous allons attendre quand même, et je dis nous, vous les premières, j'en suis certaine, on va attendre un certain niveau de rigueur, de maîtrise de l'outil informatique, de qualité d'expression, de rédaction, d'orthographe, de l'outil informatique. Bon, voilà, et c'est quand même un livrable qui peut permettre de départager certaines candidatures entre elles. Bon, grâce à ça, vous avez retenu l'attention du recruteur pour la suite du processus de recrutement et vous êtes contacté. L'entretien, on va dire qu'il commence à ce moment-là, puisque on parle beaucoup de première impression en entretien, mais j'ai envie de dire la première impression, elle se fait déjà au moment du premier contact téléphonique quelque part. C'est
c'est un biais cognitif, on l'a tous, mais la première impression, c'est pas que le moment où vous franchissez la porte de la société, où vous rencontrez le recruteur, c'est vraiment le premier contact que vous avez avec lui, l'échange téléphonique préalable. Donc c'est quelque chose qu'il faut soigner également. Donc c'est basique, mais déjà, attention à la façon dont on décroche. Je sais qu'on est tous démarchés hein, par des pubs, etc. Attention quand même à la façon dont on décroche, surtout quand on est en recherche active, voilà, ou qu'on a mis qu'on est à l'écoute d'opportunités, qu'on a mis son CV en ligne. Bon, voilà, on sait qu'on peut être contacté potentiellement, donc bon, méfiance avec la façon dont on décroche. Et si on n'est pas disponible, ça peut arriver, et je sais que moi, il m'est arrivé de contacter des candidats en pleine journée, parce qu'on a les mêmes horaires, hein, on est voilà, on est tous humains, tous salariés. Je les contacte en journée, ils sont un petit peu gênés. Bon, ils veulent pas passer à côté de l'opportunité. Je vous mets à l'aise, n'hésitez pas. À proposer un rendez-vous téléphonique. Voilà, c'est une façon de d'amener les choses, que vous soyez disponible ou non, que vous souhaitiez avoir un petit peu de temps peut-être pour vous préparer, n'hésitez pas, voilà, poliment à proposer une prochaine échéance pour échanger. Normalement, le recruteur le fera aussi s'il vous sent dans une situation inconfortable. Mais bon, déjà, ça vous donne un petit peu d'air pour préparer. Et donc, on prépare le premier échange téléphonique. L'objectif du premier échange téléphonique, c'est de s'assurer, que ce soit pour vous, le recruteur, de l'adéquation entre le CV sélectionné et le contenu de l'annonce. De façon assez basique, nous allons valider des items assez simples, assez élémentaires. C'est pas encore l'entretien in extenso, mais c'est déjà quand même un premier contact avec le candidat et c'est déjà un premier filtre. Donc, ce qu'on va valider durant cet échange, c'est la situation actuelle du candidat. J'entends par là le poste occupé, les attentes, c'est-à-dire en termes d'environnement de travail, de contenu de poste, les raisons de la recherche potentiellement, la compréhension du poste à première lecture. Alors là, encore une fois, si vous êtes prise au dépourvu par le contact spontané du recruteur, que vous avez postulé à plusieurs annonces, qu'elles se ressemblent toutes, que vous avez oublié, encore une fois, c'est pas grave, mais c'est une façon de le présenter. Voilà, c'est comme tout, et on aura l'occasion d'en reparler, mais tout peut s'entendre, mais c'est une façon de les présenter. Donc, si vous avez oublié le contenu du poste pour lequel on vous contacte, c'est plutôt de dire ah, je ne l'ai plus en tête, je me positionne sur des postes d'assistant administratif de telle sorte, mais le détail de cela, je l'ai plus en tête, et c'est pas grave, ce sera l'occasion justement d'en rediscuter. Mais il y a une façon de le présenter. Suite à cet échange, s'il est concluant, il peut déboucher immédiatement sur une prise de rendez-vous. Si on sent que vous avez des doutes, peut-être sur l'environnement, la localisation, parfois on ne se rend pas forcément compte du lieu géographique, surtout quand les offres sont anonymes. Donc, il y a un délai de réflexion qui est laissé. Bon, euh, à l'issue de ça, vous répondez favorablement et le recruteur répond favorablement à votre candidature. Vous décrochez un entretien. Bon, on en arrive à la préparation de l'entretien. L'entretien est calé à telle date dans 3 jours. Il s'agit donc de préparer l'entretien. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Euh, le message important de ce soir aussi, c'est que la majorité des sujets et des questions abordées en entretien sont anticipables. J'ai envie de vous dire, 99% des questions posées en entretien sont anticipables. Alors, il y a toujours des recruteurs, pas les cabinets parce que voilà, c'est des professionnels du recrutement et voilà, nos confrères sont formés comme nous aux bonnes pratiques du recrutement. Quand on fait un entretien dans une PME où c'est le gérant qui fait l'entretien, bon, vous avez peut-être même vécu cette situation. L'entretien n'est pas toujours cadré, ça dérive vite sur des sujets personnels. Bon, mais en tout cas, 99% des questions en général sont anticipables. Donc, les premiers points à préparer, ça va vous sembler évident, mais c'est de bien se renseigner sur la société, l'activité, les produits, les valeurs, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, d'engranger un maximum d'informations.
Pour ça, n'hésitez pas à utiliser, si possible, les informations du premier contact téléphonique, à aller regarder sur Internet. Alors, je suis d'accord, en fonction des environnements, toutes les sociétés n'ont pas un site Internet très, très détaillé. En ce moment, je travaille pour un client qui a un site Internet qui fait une page. Une page avec juste un petit bandeau nous contacter à la fin. Bon, maintenant, quelque part, c'est aussi un moyen de voir si le candidat s'est renseigné, parce que les candidats qui me disent en entretien un petit peu désolé, bah, je suis allée voir, mais le site quand même, on n'en apprend pas beaucoup. Bon, bah, quelque part, je me dis que la personne est allée voir le site. Après, le client ne communique pas sur, la société ne communique pas sur son activité, c'est son problème. Mais dire ça, c'est déjà montrer que vous êtes allé voir, que vous êtes renseigné. Bon, ça c'est le premier point, c'est un basique, ça paraît évident, mais c'est quand même important. Deuxième point, le contenu du poste. Il faut se remémorer le contenu du poste. N'hésitez pas à reprendre l'annonce, à vous l'imprimer. Ça peut paraître scolaire, mais c'est bien d'avoir les points qui sont listés. Encore une fois, les annonceurs sont plus ou moins exhaustifs selon l'émission, mais ça vous permet quand même d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Donc, la fiche de poste. Donc, vous vous appuyez sur cette fiche de poste, vous couplez avec le premier échange téléphonique qui a peut-être permis de mettre en exergue des points un peu off qui sont pas voilà qui sont pas perceptibles sur le descriptif de poste par écrit. Les spécificités de l'organisation, par exemple, est-ce que c'est un remplacement, une création de poste? Est-ce que c'est une grande équipe, une petite équipe? Voilà, tout n'est pas toujours listé sur l'offre d'emploi, mais en général, le premier contact téléphonique vous a permis d'avoir des informations un petit peu off sur les attentes, les priorités. Donc, c'est bien d'avoir d'un côté la fiche de poste, d'un autre côté les éléments que vous auriez notés potentiellement à l'issue du premier échange téléphonique. Et là, troisième point à préparer, qui va être vraiment le gros morceau, c'est la présentation de votre CV. Normalement, si, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi en amont, si vous avez fait le travail un petit peu de personnaliser votre CV, de prioriser les missions, peut-être les mettre en gras ou les lister, les faire ressortir en premier sur le CV que vous avez envoyé, normalement, vous avez déjà dégrossi une bonne partie du travail. Mais il faudra quand même le reprendre afin de préparer l'entretien, puisque il va falloir, lors de l'entretien, mais j'y reviendrai, présenter votre parcours. Il y a différents moyens de préparer son parcours et de le mettre en avant, mais il faut que vous connaissiez par cœur votre CV. Il faut que vous connaissiez par cœur votre CV, ne serait-ce que les dates, à peu près, on n'est pas au mois ni au jour, mais l'année où vous avez intégré la société X, l'année où vous en êtes parti, euh, et des basiques quelque part. Ça permet durant l'entretien, pour vous et pour le recruteur, de se concentrer sur la partie mission et compétences plutôt que d'essayer de raccrocher les wagons. Vous étiez où, quand, pourquoi? Ah non, j'avais oublié. D'abord, j'étais dans telle société. Tout ça sont des exemples véridiques qu'on a pu vivre en entretien. Donc, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, reprendre votre CV et l'avoir bien en tête. Se lister les motivations pour le poste à pourvoir. Se lister les motivations pour le poste à pourvoir, c'est important parce que oui, l'annonce a retenu votre attention, le premier échange avec le recruteur était plutôt positif. Maintenant, c'est pas, enfin, en entretien, c'est pas forcément des choses qui vous viendront naturellement, notamment sur les particularités de l'environnement, notamment sur des points un peu plus euh, subjectifs peut-être par rapport au contact que vous aurez avec le recruteur. En tout cas, c'est important en amont de lister des points assez factuels pour ne pas avoir à réfléchir quand on vous demandera bah, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui a retenu votre attention. Voilà, listez les points factuels pour les avoir bien en tête et après, derrière, vous pourrez plus facilement vous concentrer sur ce qui est de l'ordre du subjectif. Voilà, le contact. J'ai bien aimé la vision du management de Madame X. Mais en tout cas, tout ce qui va être de l'ordre du factuel, du contenu du poste et de la société, doit se dérouler quand même assez naturellement. Et le dernier point à préparer, c'est les prétentions salariales.
Quand vous passez par un cabinet, c'est un sujet que vous aurez déjà abordé par téléphone. Si c'est pas le cas, ce sera abordé pendant l'entretien. Si vous passez en direct avec une société, c'est plutôt lors de l'entretien que c'est abordé. En tout cas, c'est important d'être préparé à cette question. C'est pas une question piège, c'est vraiment pas une question piège, mais c'est vraiment pour s'assurer de l'adéquation entre vos attentes et le budget du poste. Rien de plus. Sachant que nous, à plus forte raison en tant que cabinet, on va quand même être vigilant avec les écarts, notamment à la baisse. Un candidat qui va nous dire je souhaite tant, 40 000 par exemple, et on va leur dire non, malheureusement, nous, notre budget s'arrête à 32 000. C'est avant tout pour des questions aussi d'éthique et d'épanouissement. On est tous salariés, je vous le disais en amont, on est tous humains, on a tous des contraintes, on a tous des attentes. Bon, donc la question, elle est posée surtout pour s'assurer de l'adéquation entre les attentes du candidat et ce qui est possible de faire dans un budget de recrutement. Bon, surtout en tant que cabinet, on valide ça parce que nous ne sommes pas décisionnaires sur cette fourchette. On a un rôle de conseil, mais on ne fait pas la comptabilité de la société. Donc on est contraint de respecter les budgets de la société. Et quelque part, quand vous rencontrez le client en direct, un RH par exemple, il est aussi contraint de respecter des grilles. Donc, bon, c'est une question à laquelle il faut être préparé. Euh, Plan A, c'est le niveau de rémunération auquel vous vous positionnez dans l'idéal. Vous pouvez réfléchir en amont à un plan B. Je souhaiterais 40 000 euros brut annuel fixe. Je suis flexible à 35 000 euros brut annuel fixe, je dis n'importe quoi, s'il y a des avantages tels que le télétravail, un intéressement participation ou que sais-je. Mais voilà, ayez quand même dégrossi le sujet. Ça peut être des fourchettes. Nous, en tant que cabinet, on aura tendance à aller plutôt vers un montant beaucoup plus précis, mais on va vous accompagner là-dessus. Si vous rencontrez l'entreprise en direct, ça peut être une fourchette. Mais en tout cas, sachez que c'est une question qu'on va vous poser soit à l'entretien téléphonique, soit à l'entretien en lui-même. Donc, c'est une question que vous devez dégrossir de votre côté et le faire, je dirais, avec votre conscience, votre propre responsabilité, hein. C'est quelque chose qu'on ne décide pas pour vous, même si parfois le côté budget, fourchette de recrutement peut avoir l'air de vous être imposé. C'est surtout vous de vous dire, est-ce que le poste peut vraiment m'intéresser dans telles conditions salariales? Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui peut s'anticiper, qui peut s'affiner ensuite en fonction des contacts, de l'intérêt vraiment que vous portez pour le projet, mais c'est une question qui s'anticipe de votre côté. Mais c'est pas la seule question qui s'anticipe. Et j'ai envie de dire, c'est surtout les questions difficiles. Là, on était jusqu'à présent dans des sujets assez classiques de l'entretien. Maintenant, on va rentrer dans les cas particuliers, ce que je vais appeler les questions difficiles, mais j'ai bien mis des guillemets sur ce sujet parce qu'encore une fois, je ne considère pas qu'il y ait de situations véritablement difficiles dans le recrutement. Il y a autant de situations qu'il y a de candidats et ça, c'est important que tout le monde les bien en tête. On pourra d'ailleurs, si certaines le souhaitent, en discuter en fin de présentation au cas par cas. Mais les questions qu'on va juger difficiles, ou en tout cas avec lesquelles les candidats sont moins à l'aise, c'est par exemple une fin de collaboration délicate. J'ai été licenciée, j'ai démissionné parce que l'environnement ne me convenait pas du tout, j'étais mal dans mon poste, je suis restée longtemps sans activité professionnelle. J'ai enchaîné les missions courtes, que ce soit en CDD, en intérim ou en CDI par malchance, enfin, personnels qui m'ont contraint à quitter tel poste, qui m'ont contraint à suspendre ma carrière. On revient un petit peu au point précédent. Je me suis reconvertie assez tard dans ma carrière. Il y a beaucoup de sujets et encore une fois, j'invite celles qui le souhaitent en fin d'échange peut-être à me faire remonter les cas particuliers si elles le souhaitent. En tout cas, bon, de façon générale, c'est des sujets où les candidats sont moins à l'aise ou en tout cas pensent être pris à défaut sur ces thématiques-là.
Et le message, c'est s'entraîner à en parler. S'entraîner à en parler parce que toutes les situations sont entendables. Un burn-out, un licenciement, un événement personnel, on peut tout entendre. On est dans l'humain. Il n'y a pas un parcours de vie qui se ressemble. Par contre, il y a des façons de le présenter. Il y a des façons de le présenter et il faut s'entraîner parce que euh, quand on parle de situations qui ont été difficiles à vivre pour vous, c'est forcément des situations, selon si elles sont plus ou moins récentes dans votre parcours, dont vous aurez peut-être du mal à parler. Sachez que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail personnel de certains événements. Il est juste important de vous exercer et de rester factuel dans la façon de présenter ces situations. Exemple assez simple, changement de direction, tension peut-être avec le nouveau directeur, après 15 ans dans la même entreprise, voilà, la direction change du jour au lendemain, les attentes ne sont plus les mêmes, le contact ne passe plus bien, le nouveau directeur a peut-être ses défauts. Bon, il faut s'entraîner à en parler, s'entraîner, sélectionner les adjectifs peut-être que vous allez utiliser. Si vous en parlez un petit peu spontanément, à chaud, en improvisant. Bon, risque de dérapage, de faire passer les mauvais messages, alors que si vous vous exercez à en parler en amont, en choisissant un peu plus soigneusement des adjectifs, en présentant soigneusement des situations de façon factuelle, à force, vous saurez et vous serez à l'aise pour parler de ces situations-là. Donc, s'entraîner à en parler, mais aussi anticiper. Arrive le jour de l'entretien. Premier point, soigner bien entendu sa présentation. Là encore, je pense que c'est quelque chose que vous savez bien entendu, mais c'est important de le redire. C'est cette fois la première impression visuelle, la première impression relationnelle est déjà un petit peu passée avec l'entretien téléphonique. Maintenant, vous arrivez sur la première impression visuelle. Sur beaucoup de fonctions d'assistanat, que ce soit de direction, d'assistanat commercial, vous allez représenter demain l'entreprise. Vous risquez d'être le premier contact d'un client, d'un visiteur avec l'entreprise. Donc, quelque part, le recruteur va vous voir le jour de l'entretien tel qu'il va vous projeter dans l'environnement professionnel. Donc, privilégier une tenue neutre, professionnelle. Et là, je vous dirais, qui peut le plus, peut le moins. Je ne sais pas s'il y a des hommes parmi nous, j'ai cru voir que non. On Il me n'y en a pas questionne pour le moment. souvent pour les hommes sur... d'accord. Bon, l'exemple pour les hommes, c'est souvent la cravate. J'ai tendance à dire qui peut le plus, peut le moins. C'est pas parce que vous mettez une cravate dans l'entretien que vous en mettrez une tous les jours. Mais c'est pareil pour le tailleur, par exemple c'est plutôt désuet, on n'en met plus forcément dans l'environnement de travail. Maintenant, si vous avez au moins un chemisier, quelque chose d'assez neutre, n'hésitez pas parce que, encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Mieux vaut être un petit peu trop en entretien et vous décontracter au fur et à mesure en voyant comment est habillé votre interlocuteur, puis après, lors de votre intégration, voir comment les collaborateurs sont habillés, plutôt que de venir trop décontracté et de se retrouver en face d'un interlocuteur avec une cravate. Et là, vous êtes embêté. Bon, blague à part, soigner sa présentation, c'est important, surtout dans des métiers de représentation comme l'assistanat. C'est un point quand même assez important. Se munir de son CV. Normalement, votre interlocuteur l'aura, mais il est toujours de bon ton, c'est toujours de bon goût d'avoir un exemplaire de son CV au cas où. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'assez prévenant. C'est un point quand même assez qui est remarqué en entretien. C'est pas une faute si vous l'avez pas, mais c'est toujours un plus. Voilà, ça montre que vous arrivez préparé. Le CV, mais aussi de quoi noter parce que dans votre petit cahier, dans votre petit calepin, vous aurez de quoi noter les éléments de l'entretien, mais vous aurez aussi noté ce que vous avez préparé en amont.
Et ça, ce sera utile, surtout pour vous, plus que pour faire bonne impression. Ce sera utile d'avoir sous les yeux vos notes, même si ça peut paraître scolaire. C'est important de les avoir pour ne pas oublier les points que vous souhaitez faire remonter. Et donc, j'en reviens à ce point-là. Prendre des notes, toujours à chaque étape du processus de recrutement, prendre des notes pour capitaliser sur les informations qui vous seront communiquées. Bon. On arrive à la partie concrète de l'entretien. Les interlocuteurs se présentent à tour de rôle. Est-ce que c'est le recruteur qui parle en premier? Est-ce que c'est le candidat qui se présente en premier? Ça dépend des environnements finalement. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est voyez comment le recruteur souhaite procéder. N'hésitez pas d'ailleurs à lui poser la question. Bonjour, comment souhaitez-vous procéder? Et en général, il prend la main et il vous indiquera, bah, je vais d'abord me présenter, vous présenter la société. Bon, et là, et vous vous calerez là-dessus. Maintenant, sur la présentation en elle-même, une fois que c'est votre tour de parler, un point important que j'ai remarqué durant différents entretiens, peu importe la typologie de profil, beaucoup de candidats commencent leur présentation par une présentation personnelle. Je comprends la démarche. Maintenant, je tenais quand même à vous dire que la présentation personnelle n'est pas obligatoire. Donc, bonjour, je m'appelle Stécie, j'ai tel âge, j'ai tant d'enfants, je vis à tel endroit. Si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous pouvez rapidement le faire. En revanche, je vous assure que ce point n'est pas obligatoire. Le but de l'entretien de recrutement, c'est de s'assurer d'une adéquation entre un savoir-faire, un savoir-être et un environnement de travail. Et quelque part, qui vous êtes, ça se déroulera au fil de l'entretien. Donc cette introduction-là sur l'âge, la situation familiale n'est pas obligatoire, je vous rassure. Le plus important, ça va être de dérouler son parcours. Dérouler son parcours, c'est un subtil équilibre entre donner spontanément de l'information au recruteur et se laisser guider par le recruteur. C'est à vous de présenter spontanément un certain nombre d'informations, euh, mais d'autre part, le recruteur sait ce qu'il cherche. Que ce soit un interlocuteur comme nous, cabinet, où on a un cahier des charges qui a été transmis par le client, ou la société en direct qui a l'habitude peut-être de recruter des profils dans un certain secteur d'activité, qui sait précisément ce qu'elle cherche. L'un dans l'autre, le recruteur, avec sa propre sensibilité, a quand même une idée de ce qu'il recherche, donc sera en mesure de vous questionner sur les différents points. Il va vous poser des questions en ce sens, ce qui vous permettra aussi à vous de vous adapter aux informations attendues et d'ajuster vos priorités le cas échéant. Le, L'important, c'est de trouver le juste équilibre entre le niveau de détail demandé par l'interlocuteur et le niveau de détail que vous donnez spontanément. Et ça, ça doit s'ajuster lors de l'entretien. Au même titre que je vous recommande, si l'interlocuteur ne drive pas lui-même son entretien, il faut que vous structuriez vous-même votre entretien et je vous recommande donc pour cela d'utiliser la bonne vieille méthode de l'ordre chronologique. Ça paraît encore une fois scolaire, ça paraît encore une fois très simple, mais quelque part c'est comme ça aussi qu'on va voir la cohérence, le cheminement de votre parcours professionnel et in fine, dérouler vos motivations à la fin tomberont peut-être sous le sens. En tout cas, il faut s'adapter au rythme de l'interlocuteur, mais le bon format, le format le plus confortable si l'interlocuteur n'a pas d'attente particulière, c'est quand même l'ordre chronologique. Donc, en commençant rapidement par la formation initiale, quelques mots bien sûr, les premières expériences professionnelles, en s'attardant notamment sur les plus pertinentes par rapport au poste pour lequel vous vous présentez. Si vous avez fait le travail de préparation en amont, mais aussi le travail de préparation du CV, les missions dérouleront quand même assez facilement, ainsi que les dates. Vous parlez ensuite de votre poste actuel, ce qui permet, in fine, de découler sur le poste recherché et les motivations. Quelque part, en présentant votre poste actuel, le contenu, ce qui vous intéresse, ses limites, ça vous permet d'embrayer quand même assez facilement, de faire une jolie transition assez fluide sur, bah, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je suis en recherche d'un nouveau poste. Euh,
mettons, vous êtes sur un poste d'office manager où il y avait beaucoup de communication dans l'entreprise. Voilà, début 2024, la société a recruté un chargé de communication à qui on a confié les missions de communication. Donc, mon périmètre a fini par se concentrer sur la gestion administrative. Or, ce qui m'intéresse plus particulièrement, et vous vous êtes positionné sur un poste avec une majorité de communication, bien sûr. Or, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les missions de communication, l'organisation d'événements. Et c'est pour ça d'ailleurs que je présente ma candidature aujourd'hui. Et là, vous avez une très jolie transition pour parler du poste et verbaliser vos motivations. Pour structurer son discours, pour chacune des expériences, bon, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pourquoi il faut prioriser, comme je vous disais, en fonction de la pertinence des expériences et de leur durée. Mais la méthodologie reste la même, quel que soit le poste que vous avez occupé. Donc, étape par étape, il faut présenter en entonnoir l'activité de l'entreprise. En quelques mots, j'ai intégré une PME spécialisée dans la fabrication de produits artisanaux commercialisés en grande distribution. Un poste d'assistant d'administration des ventes dans un service de 4 personnes. Nous étions 4 ADV et une responsable ADV. Chaque ADV était réparti en fonction des marchés. J'étais en charge du marché grande distribution France. Pour la grande distribution France, j'étais en charge des commandes par EDI, de la confirmation des commandes, des relations avec l'entrepôt logistique, etc. Là, il s'agit de présenter en entonnoir finalement vos missions, de prioriser les missions en fonction de les missions principales, celles qui vous prenaient le plus de temps, les missions secondaires, vos objectifs le cas échéant, les résultats, un bilan, peut-être en tout cas un retour sur expérience. Voilà, j'ai évolué progressivement sur l'export, par exemple. Ça m'a beaucoup plu. À la fin, je gérais en direct un portefeuille de 40 clients. J'ai même eu l'opportunité d'aller vers un peu plus de missions commerciales parce que j'étais très à l'aise sur la partie administrative et j'étais très à l'aise sur la partie relationnelle. Bref, faire peut-être un petit bilan, une conclusion pour mettre en avant les réalisations et ce qui vous a plu dans le poste. Et enfin, on en revient aux situations difficiles qu'il faut anticiper, les raisons du départ. N'hésitez pas à couper l'herbe sous le pied, j'ai envie de dire, du recruteur en anticipant la question sur pourquoi avez-vous quitté ce poste. L'objectif, c'est de maîtriser la communication, plus particulièrement si on est dans un cas de figure qu'on a évoqué précédemment, un licenciement qui a été un petit peu inconfortable, un événement personnel qui vous a contraint de suspendre votre activité professionnelle ou que sais-je encore, c'est de maîtriser la communication, de couper l'herbe sous le pied au recruteur et quelque part aussi pour vous de ne pas vous sentir prise à défaut, hein, c'est de dire voilà, là, après 10 ans dans cette société, la direction a changé, je ne me retrouvais plus dans les valeurs de l'entreprise et j'ai décidé de quitter la société. Et c'est beaucoup plus confortable de le présenter comme ça plutôt que se dire bah voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était une belle expérience, point. Et là, vous tendez une perche au recruteur qui va vous demander mais pourquoi est-ce que si vous avez beaucoup aimé, pourquoi est-ce que vous avez quitté l'entreprise? Ah ben en fait c'est parce que et là tout de suite, la communication est moins maîtrisée. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, pas à l'aise, pris à défaut. Donc c'est pourquoi il faut anticiper, devancer ce genre de questions. Et encore une fois, être plutôt factuel sur les arguments avancés. De façon générale, tout au long de l'entretien, je vous invite à être plutôt synthétique, factuel sur des éléments d'organisation des éléments de marché, de conjoncture économique. Normalement, si vous échangez, que ce soit avec un cabinet ou une entreprise qui connaît un petit peu les métiers, quelque part, en exprimant de façon assez factuelle l'environnement de travail dans lequel vous avez évolué, parfois, vous n'avez pas besoin de verbaliser certaines choses. Si
si finalement vous vous trouvez dans une situation, dans une PME initialement de 10 personnes, je gérais l'administration du personnel, je faisais la paye, la société s'est développée, l'effectif également, nous sommes passés de 10 à 20, à 30, à 50, et c'est toujours moi qui faisais la paye, les contrats, en plus de l'assistanat du directeur, en plus de la communication, en plus de ceci, en plus de cela. Je pense que vous voyez où je veux en venir, sans même avoir besoin de dire j'étais débordée, il aurait fallu recruter une deuxième personne, une troisième personne, je ne pouvais plus. Finalement, au lieu de tourner les choses de cette façon, en listant de façon très factuelle l'environnement, le contenu du poste, l'interlocuteur en face de vous va de lui-même comprendre certaines situations. Donc, c'est pas forcément valable pour tous les cas de figure. Il y a des cas particuliers, des secteurs d'activité très spécifiques où voilà, il faudra nous expliquer un petit peu, mais de façon générale, il y a plein de petites choses qu'on peut percevoir dans ce que vous avez vécu qui peuvent être exprimées de façon très factuelle et sans forcément vous émettre un jugement ou donner un avis sur la situation. Le troisième point qui est très important, c'est d'être pédagogue. Être pédagogue, on en revient aux 200 dénominations dans les métiers de l'assistanat. De façon générale, ne partez pas du principe que les choses sont évidentes. Euh, J'étais assistante commerciale pour la grande distribution. Bon. D'accord, mais même si vous êtes face à un interlocuteur métier, un interlocuteur technique, les environnements et les contenus de poste ne sont jamais parfaitement identiques d'une société à une autre. Donc, prenez quand même le temps, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, d'expliquer vos missions, de les détailler un petit peu en fonction, bien sûr, du niveau de détail et des questions posées par votre interlocuteur. Aussi bien, il comprendra parfaitement l'environnement et il passera assez rapidement sur les sujets. Mais en tout cas, spontanément, n'hésitez pas à donner un peu d'informations et à demander à votre interlocuteur, est-ce que vous voulez, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous voulez plus d'informations? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains points? Voilà, rendez-lui la main, tendez-lui la perche pour qu'il puisse poser des questions. Quelque part, pour vous, ça vous permettra d'éviter le monologue. Mais en tout cas, il faut partir du principe que l'interlocuteur ne peut pas deviner ce que vous avez fait dans votre poste. Et même si l'intitulé du poste vous paraît générique, j'étais assistante commerciale, ben, assistante commerciale dans une société A et dans une société B, ça peut être vraiment très différent. Donc voilà, prenez par la main votre interlocuteur et expliquez-lui vos missions avec un niveau de détail qui vous permet de vous adapter à son niveau de connaissance. Restez positif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les environnements. Alors, on a ici affaire à des profils plutôt expérimentés, donc je vous dirais, à l'inverse des profils juniors, où vous allez dire, c'est une très belle expérience qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de grandir. Voilà, c'est souvent, hein, vous en avez peut-être croisé aussi dans votre parcours. Voilà, tout est toujours merveilleux quand on est junior, quand on a un petit peu d'expérience, quand on connaît parfaitement son métier, qu'on devient expert dans son domaine, on est beaucoup plus capable d'identifier les limites d'une organisation, les limites d'un secteur d'activité. Voilà, on a un esprit critique beaucoup plus aiguisé et c'est une bonne chose. Mais attention quand même de formuler les choses de façon plutôt positive. Si on reprend l'exemple de la surcharge de travail, c'est pas oh, j'en pouvais plus, c'était terrible. Bon, c'est de dire que la société s'est bien développée, quelque part tant mieux pour la société, mais je ne me projetais plus dans cette organisation. Et là, c'est même pas en fait d'édulcorer, mais c'est juste une question de changer un petit peu de point de vue. C'est pas c'était pénible, je n'en pouvais plus, même si on peut l'entendre et on veut bien vous croire, mais c'est quand même de dire voilà, j'ai décidé de quitter cet environnement qui ne me convenait plus. Et donc là, vous vous rendez déjà un peu plus acteur de la démarche. Vous n'avez pas besoin de dire que c'était pénible, que c'était difficile. C'est de dire, voilà, j'ai décidé de. Et quelque part, ça vous rend beaucoup plus acteur de votre parcours. C'est beaucoup plus positif que de dire j'étais au bout, à la fin, il m'a été évident que je devais partir. C'est pas la même chose. Vous dites la même chose, mais vous ne le dites pas de la même façon et ce n'est pas reçu de la même façon. Bon. En fin d'entretien, posez des questions. Poser des questions, c'est très important parce que plus vos questions seront pertinentes,
orienté métier, plus ça montrera une maîtrise quelque part de l'environnement, du contenu du poste. Voilà, la pertinence des questions est très importante. Évitez par contre les questions euh, sur les horaires, les congés, la rémunération. Sur un premier échange en tout cas, même si ça vous démange, que le recruteur ne l'a toujours pas abordé, évitez de poser vous-même les questions un petit peu pratico-pratiques sur les horaires ou les congés, surtout si l'interlocuteur ne vient pas sur le sujet. Concentrez-vous sur des questions métiers. La méthode un petit peu détournée pour quand même avoir l'information si vraiment, vraiment vous avez besoin de ressentir quelque chose sur la partie plutôt pratique, organisationnelle, vous pouvez poser des questions beaucoup plus ouvertes telles que bah, quels sont les pratiques et les usages dans l'entreprise. Voilà. Comme ça, vous posez une question très ouverte, le recruteur va faire une réponse assez ouverte et peut-être tendre des perches sur lesquelles vous pouvez rebondir. Mais en aucun cas, de but en blanc, vous posez votre liste de questions, quels sont les horaires, est-ce qu'il y a des tickets restaurants, est-ce qu'il y a un intéressement participation, pas sur un premier entretien et pas à votre initiative. Et enfin, verbaliser votre intérêt. Ça peut paraître assez anodin dit comme ça, mais verbaliser son intérêt, c'est important parce que on ne sait jamais quelle image on renvoie lors d'un entretien. Et j'ai envie de vous dire, à plus forte raison, avec la croissance des entretiens visio, euh, on perd quand même un peu du non-verbal. On perd du non-verbal, on perd du contact humain. Ça rend pas l'entretien forcément plus difficile ou ça ne le biaise pas complètement, mais toute la partie humour, grand sourire, bon, pour le peu qu'il y ait un petit problème de connexion, on se retrouve un petit peu, voilà, un petit peu déconnecté quelque part. Donc, verbalisez votre intérêt, quitte à mettre un peu les pieds dans le plat à la fin. Le poste m'intéresse vraiment parce que quelque part, si vous avez pensé être souriante, dynamique, enthousiaste, peut-être, mais peut-être qu'avec l'écran, peut-être que avec l'humeur du jour, ça s'est pas suffisamment perçu parce que on est sur du subjectif, de l'imperceptible peut-être. Euh, Selon les personnalités aussi, peut-être que pour vous, vous aurez eu l'impression d'être très enthousiaste, mais peut-être que vous étiez vous au maximum de votre enthousiasme, mais comme vous êtes par nature plutôt introverti, vous étiez au maximum, mais finalement c'est juste la norme pour votre interlocuteur en face. Peut-être qu'à l'inverse, vous vous êtes dit, oula, j'étais plutôt, je me suis pas sentie très à l'aise, j'étais plutôt en retrait. Mais comme naturellement, vous êtes quelqu'un de plutôt à l'aise dans les relations, dans l'expression orale, finalement, vous avez fait bonne impression. Tout ça, c'est du subjectif. Donc, on en revient à du très factuel. Verbalisez votre intérêt à la fin, quitte à mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais comme ça, on est sûr que la boucle est bouclée, les choses ont été dites et il n'y a pas de regret à la fin. Bon. On en arrive à après l'entretien. C'est une phase qui est tout aussi importante que l'entretien de recrutement en lui-même. Il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points qui varient selon si on passe en direct par une société, si on passe par un cabinet. Le message commun, j'ai envie de dire, c'est que l'après-entretien est tout aussi important que l'avant et le pendant. Le mail de remerciement. Donc, le mail de remerciement, là, on arrive sur des sujets un peu de finition, hein, mais qui ont leur importance. Le mail de remerciement, à notre niveau en tant que cabinet, le mail n'est pas obligatoire, mais enfin, c'est bien vu par les recruteurs. On est toujours agréablement surpris quand on sort d'entretien. De recevoir un mail du candidat qu'on vient de recevoir, c'est toujours quelque chose voilà, qui est bien perçu. C'est pas une faute de pas le faire. En tout cas, quand vous passez par un cabinet, c'est pas une faute de pas le faire. Mais pour ne rien vous cacher, c'est toujours très agréable. Quel délai au mail de remerciement? 24-48 heures. Il faut prendre le temps de digérer de votre côté, d'absorber, de laisser décanter ce qu'on s'est dit. Par contre, il faut que ça suive assez rapidement pour que le mail de remerciement reste dans la continuité de l'entretien. À partir de 3-4 jours, voire plus, s'il y a un week-end qui passe dans l'intervalle, bon, le soufflet retombe un petit peu, le mail de remerciement perd de son sens. Donc, privilégiez un mail dans les 24-48 heures. Pour ce qui est du contenu, il faut bien sûr
par définition remercier pour le temps accordé, hein, c'est un mail de remerciement, mais c'est mieux s'il y a aussi un petit peu de matière. Donc de revenir sur quelques points clés du poste, l'intérêt justement que vous avez verbalisé à la fin. Il faut que ce soit assez synthétique. C'est pas une lettre de motivation, hein, et puis il faut pas que ça vous fasse un pavé, mais en 2 paragraphes, je pense même 10 lignes, vous pouvez assez simplement remercier l'interlocuteur pour le temps accordé, mettre en avant les points clés du poste que vous avez retenu et qui le caractérisent peut-être plus que d'autres par rapport à ce que vous recherchez, et ne pas hésiter à ouvrir à la fin du mail sur des disponibilités potentielles pour des prochaines étapes. Quand on est auprès d'un cabinet, des disponibilités pour rencontrer le client. Quand on est auprès d'une société, bah, des disponibilités pour rencontrer les RH, ou inversement le manager si vous avez rencontré les RH en premier, rencontrer le directeur si vous avez d'abord rencontré le chef de service. Bref, n'hésitez pas à ouvrir sur des disponibilités, par exemple. Autre point, et là c'est un point obligatoire, le débriefing avec votre cabinet préféré. Donc quand on passe par un cabinet, en tout cas pour ce qui est de nous, de notre façon de travailler, on débriefe, comme je vous disais lors de la présentation, on briefe avant et on débriefe après. C'est une étape qui est obligatoire quand on passe par nous. Alors les retours qu'on a, c'est que les candidats apprécient en général cet accompagnement. En revanche, je me suis aperçue que les candidats ne comprennent pas toujours le but de ce débriefing, parce que il est souvent mal interprété. Je me rends compte que les candidats pensent parfois qu'on leur demande ce que le client a pensé d'eux. Le but, c'est pas de vous demander ce que le client a pensé de vous, mais plutôt de vous demander ce que vous avez pensé du client et de l'entretien. C'est pour ça que c'est important qu'on le fasse ensemble. Ça permet aussi une petite introspection accessoirement sur bah, votre performance en entretien. Mais les questions qu'on va vous poser vont porter sur la construction et le déroulé de l'entretien, les points abordés, les échéances qui ont été annoncées. Ça nous permet aussi de visualiser, de matérialiser dans notre esprit où vous vous situez bah, dans le processus de recrutement, dans la perception du client. Et on va valider ensuite avec vous si le contenu du poste a été clair et conforme à ce qui vous a été présenté et à vos attentes. Donc le but, c'est de s'assurer que l'entretien a été bénéfique pour vous. S'il vous reste des questions à la fin, des points à éclaircir, des doutes, et surtout si le poste vous intéresse toujours. Puisque nous, après, en tant que cabinet, on va faire le point avec le client. Si vous avez eu l'impression d'être un peu en difficulté sur tel sujet, nous, un peu petite souris, on va intercéder en votre faveur sur telle thématique, si bien sûr le poste vous intéresse toujours. Mais ça nous permet aussi d'expliquer à notre client, oui, c'est vrai que Madame Untel était un petit peu stressée parce que le poste l'intéresse vraiment. Madame Untel était un petit peu nerveuse parce que elle n'a pas passé d'entretien de recrutement depuis 15 ans. Oui, elle a été un petit peu déstabilisée par cette question, mais voyez, c'est quelque part, c'est plutôt d'avoir votre retour pour vous accompagner au mieux dans les coulisses auprès du client. Donc cette étape est très importante. Si vous passez par un cabinet, que ce soit nous ou n'importe qui de nos confrères, n'hésitez pas à rappeler votre consultant qui pourra, grâce à ça, vous accompagner au mieux dans la suite du processus de recrutement. Et après, voilà, on fait notre travail auprès du client sur la suite et on vous tiendra informé, bien entendu. Mais quid des relances? Ça fait quelque temps, bon, on a dit qu'on vous tiendrait informé, ça fait quelque temps que vous n'avez pas de nouvelles. Est-ce que je peux relancer? Comment je relance? J'ai peur de déranger. Il m'avait dit dans une semaine, ça fait une semaine et un jour. Bon, bien sûr que vous pouvez relancer à bon escient. Calez-vous, bien entendu, sur les délais qui vous ont été annoncés. En général, on essaye de tenir les délais, mais nous sommes, là, je vais parler vraiment en tant que cabinet, moins d'un point de vue entreprise, mais vraiment en tant que cabinet. N'oubliez pas que nous sommes aussi dépendants du retour du client. Tout comme vous, on relance, enfin vous nous relancez, on relance le client. Donc bien sûr, nous, on va faire le maximum pour tenir les délais engagés naturellement et vous tenir informé. Maintenant, en effet, les délais ne sont pas une science exacte, donc n'hésitez pas à relancer si le délai est passé, disons, de 48 heures. 24 heures reste plus ou moins entendable et raisonnable, sachant que pour beaucoup de PME, il n'y a pas de service RH, c'est
directeur général, parfois lui-même, qui gère les recrutements. Donc c'est important d'avoir en tête que il a d'autres missions par ailleurs. Alors, est-ce que le recrutement est sa priorité? Oui, non. Ça, c'est l'affaire du cabinet. Mais en tout cas, voilà, souvent, on a affaire à des clients qui ne sont pas des spécialistes du recrutement, qui sont un petit peu au four et au moulin. Le cabinet est là pour recadrer et pour relancer pour vous. Mais en tout cas, sentez-vous à l'aise de nous relancer, nous, cabinet, si vous commencez à vous inquiéter. En tout cas, pour ce qui est du cabinet de Cornouaille et Agnès, si on s'est rencontrés, on vous tiendra informé et on vous dira de façon très honnête. Oui, je l'ai eu. Il réfléchit. Non, ça fait 3 jours que j'essaye de le joindre. Euh, on vous dira. Oui, vous êtes plusieurs dans le processus. Non, vous êtes le seul candidat pour l'instant, mais il souhaite en rencontrer d'autres. Donc n'hésitez pas à nous relancer. Soignez la forme comme toujours. Surtout si là vous décidez de contacter l'entreprise en direct. Mais quand vous passez par un cabinet, relancez toujours le cabinet d'abord. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci, ça a été très clair. Mm. Mais je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Ouvrez vos micros, allez-y, Stécie est là pour vous répondre. Vous pouvez arrêter de partager votre écran si vous voulez, Oui, Stécie. tout à fait. Hop, arrêtez le partage. Moi, j'ai une question. Ah, Ah, pardon. Oui, vas-y, vas-y, bonjour. vas-y. Vas-y. Allez-y, allez-y. À qui le tour? Il faut qu'il y en ait une qui se lance et puis l'autre prendra la Alors, suite. je vais commencer. Quand vous dites qu'il faut expliquer les postes qu'on a eus, quand on en a eu beaucoup, 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 est-ce qu'il faut tout passer en revue ou sélectionner les plus importantes? Alors, il faut commencer l'échange en demandant finalement à votre interlocuteur comment il souhaite procéder. S'il vous dit dans l'ordre chronologique depuis votre formation initiale, vous les présentez tous. Après, si vous les présentez tous, ça ne vous empêche pas de passer plus ou moins rapidement. La trame en entonnoir, c'est la méthodologie. Maintenant, charge à vous d'adapter, d'être plus ou moins exhaustif. Si effectivement c'est un poste au tout début de votre carrière qui a été très court, vous pouvez le mentionner en une phrase. J'ai fait un CDD de 6 mois en secrétariat juridique dans un cabinet, dans un petit cabinet d'avocats et je saisissais principalement des actes juridiques. Je faisais de la frappe informatique et hop, vous passez à la suite. Mais dans cette phrase, si on la découpe ensemble, il y a la durée, l'activité de l'entreprise, la mission le poste, la mission principale et bon, le CDD quelque part, c'est induit, c'était un contrat à durée déterminée, donc pas besoin d'expliquer les raisons du départ. Mais effectivement, oui, il faut prioriser et adapter la durée et le niveau de détail en fonction de la pertinence et de la date aussi, plus ou moins lointaine, de l'expérience. Après, c'est à l'interlocuteur en face de décider, d'où l'intérêt de demander comment la personne souhaite procéder. C'est à l'interlocuteur en face de dire comment il souhaite procéder. J'ai envie de dire que classiquement, l'ordre chronologique est quand même plus confortable pour tout le monde. Maintenant, il y a des interlocuteurs. Si vous rencontrez un DG très pressé, que vous avez 30 minutes en entretien, vous allez peut-être justement que vous concentrer sur votre poste actuel. Il faut adapter et la meilleure question, enfin le meilleur moyen d'adapter de façon la plus pertinente possible son discours, c'est de poser la question. Comment souhaitez-vous procéder pour l'entretien? Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, merci, c'est gentil. Donc, il y avait une autre question? Oui, moi j'ai une question par rapport aux seniors, puisque je suis en plein dedans. Mhm. Et qu'est-ce qu'on répond à une personne qui vous demande en entretien téléphonique à quel moment est-ce que je vais prendre ma retraite? Alors, la question de l'emploi des seniors, c'est vrai que c'est une thématique qui revient beaucoup. Alors, techniquement, la personne n'est pas censée vous la poser, ou en tout cas pas comme ça. En tout cas, nous, en tant que signataire de la charte de la diversité, on vous la posera pas du tout. Ce que vous pouvez répondre, c'est que vous souhaitez
vous inscrire dans la durée pour la fin de votre carrière durant X années. Et là, vous avez une carte à jouer que je dis systématiquement à mes profils seniors, c'est que quelque part, les entreprises, quand elles recrutent, elles cherchent des candidats qui vont s'inscrire dans la durée. Et un profil senior est beaucoup moins volatile qu'un profil junior ou même jeune de 30, 35 ans. 35, à 30, 35 ans, on ne sait pas. Est-ce que mon conjoint va déménager? Est-ce que moi-même je vais déménager? Est-ce que je vais me réorienter? Bon, oui, c'est des profils qui peuvent sembler plus attractifs pour certaines sociétés à tort. Enfin, à tort. Il n'y a pas de tort ou de raison, mais quelque part, de dire que il me reste 5 ans à travailler et pour ces 5 ans, j'ai pas envie de m'amuser à changer de poste tous les ans. Je cherche vraiment à terminer ma carrière dans une entreprise durant ces 5 ans. C'est une façon de rassurer le recruteur et vous avez une carte à jouer face à quelqu'un qui pourrait potentiellement changer moult fois de poste. Quand on a 30 ans, euh, on peut changer encore 30 fois de poste potentiellement. Donc, moi, je mettrais l'accent sur les années qui vous restent à travailler plus que la date. Vous dites la même chose, mais vous le tournez différemment. Il me reste 5 ans à travailler, il me reste 3 ans à travailler, il me reste 2 ans à travailler. Pour ces 2 ans, je veux me concentrer sur une entreprise. J'ai pas envie de changer tous les ans. Voilà. Et quand la question n'est pas posée, c'est-à-dire que, enfin, moi, souvent, j'ai des excuses pour ne pas avoir été embauchée. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais moi, je m'interroge derrière, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce que c'est à cause de mon âge? Ça, malheureusement, étant donné que j'ai pas davantage d'éléments de contexte, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre. Quand la question n'est pas posée, j'ai envie de dire, au même titre que la présentation personnelle n'est pas obligatoire, ne vous sentez pas obligé d'avancer le sujet. Hein, c'est voilà, comme la présentation personnelle, je m'appelle Stécie, j'ai tel âge, j'ai tant d'enfants. Ne mettez pas le doigt sur des sujets dont vous n'êtes pas obligé de parler. Maintenant, malheureusement, comme je n'ai pas d'informations sur les recruteurs, les entreprises, les contextes, je ne saurais pas vous dire quels peuvent être les facteurs. Donc, je ne me permettrai pas de me positionner pour des confrères. Mais par contre, si la question n'est pas posée, c'est pas à vous de le mettre en avant. Enfin, ne vous sentez pas obligé de le faire. Si ça vous rassure, vous pouvez, mais en tout cas, en aucun cas, vous n'êtes obligé de faire mention de votre âge. Merci. Il y a Chantal qui demande un avis. Peut-être Oui. passer plus rapidement sur les postes occupés qui n'apportent pas de lien avec le poste proposé. Tout à fait. Mm. Tout à fait, passer plus rapidement. En une phrase, l'idée, c'est pas de Mm. complètement les éluder parce que s'ils apparaissent sur votre CV, s'ils Oui, apparaissent sur votre CV, on peut potentiellement s'exposer au fait que le recruteur vous pose la question dessus, mais c'est tout à fait pertinent de passer plus rapidement dessus. En une phrase, j'ai occupé pendant un an le temps de mes recherches des postes alimentaire, par exemple. J'ai fait un petit peu l'intérim. d'intérim. Voilà, vous Mm. pouvez passer plus rapidement et le mentionner comme ça, mais sans forcément tout détailler, en effet. Concernant le côté senior, à partir du moment où notre CV a été sélectionné pour un entretien, j'imagine que le RH a déjà une petite idée de notre côté seniorité. En voyant notre parcours, en voyant les dates, on ne doit pas être complètement surpris quand on arrive en entretien de savoir qu'on est dans une partie senior plus que débutant. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que Mm. je ne peux pas répondre à la question, on va dire, pourquoi j'ai pas été retenue. Est-ce que c'est à cause de mon âge? Quelque part, si c'est après l'entretien, il y a peut-être d'autres facteurs, puisque normalement, en amont de l'entretien, vous avez tout à fait raison, Chantal, le recruteur a quand même une petite idée. Donc, si c'est après l'entretien que vous n'avez pas été retenu, il y a peut-être d'autres facteurs qui ont joué. Entre autres, le facteur salaire. Pardon, j'ai pas eu le début de la question, excusez-moi. Je disais entre autres le facteur salaire.
Alors ça, effectivement, tout dépend de comment est structuré l'échange. Comme je vous disais, nous, en tant que cabinet, on va valider ça assez tôt. Donc finalement, si le facteur salaire est un point bloquant pour le poste, on va pas forcément aller jusqu'à l'entretien. En revanche, oui, comme je vous disais précédemment, certaines entreprises abordent le facteur salaire au moment de l'entretien et donc on peut se rendre compte à la fin de l'entretien, on a discuté 1 heure, à la fin arrivent les prétentions salariales. Ah, vous voulez tant, nous on peut proposer tant. Après, j'aurais tendance à dire que une candidature n'est pas écartée à cause du facteur salaire. C'est que on a décidé et normalement d'un commun accord que les attentes et le budget n'étaient pas en adéquation. Je dis Voilà. ça parce que justement, j'ai été confrontée à des situations où les tranches de salaire étaient complètement en phase avec donc la discussion initiale. Mm, Et ensuite, on a bien précisé que le salaire, c'était la tranche haute et ils préféraient du coup prendre quelqu'un. Voilà. Donc, on comprend que le côté senior aussi, certainement, a joué dans le choix de sélection du candidat. mm, mm, mm. Donc, en l'occurrence, ça c'était au préalable d'un entretien avec l'entreprise. Mm, mm. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il nous arrive malheureusement, on a beau anticiper en amont au maximum, demander aux candidats quelles sont les prétentions, oui, ça rentre, et sensibiliser le client, voilà, attention, il se positionne à tel niveau de rémunération. Bon, c'est malheureusement pas du 100%. On essaye au maximum d'anticiper, mais oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir des clients qui reviennent un petit peu sur leur budget, qui à la fin font des propositions qui sont en dessous des prétentions salariales du candidat. Ça, malheureusement, nous, en tant que cabinet, on essaye de dégrossir au maximum ce sujet-là pour faciliter les échanges à la fin. C'est le client qui signe la promesse d'embauche, donc malheureusement, je vois tout à fait de quoi vous parlez et ça nous embête autant que vous. Surtout, voilà, quand on avance assez loin dans le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Moi, je vais juste aborder le sujet de la reconnaissance handicapée. S'il n'a pas été mis sur le CV, comment on l'aborde en entretien? La reconnaissance handicapée, c'est comme l'âge et les autres facteurs de discrimination dans le recrutement. Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne souhaitez pas. L'intérêt de le mentionner, c'est principalement si vous avez besoin d'un aménagement dans votre travail, que ce soit en termes d'horaire ou de poste de travail. Et parfois, la RQTH ça peut être juste une chaise ergonomique, enfin juste, pardon, excusez-moi de le tourner comme ça, mais ça peut être une chaise ergonomique, tout comme ça peut être de l'accessibilité, pardon, pour des personnes à mobilité réduite. Bon, RQTH, pareil, il y a beaucoup de choses derrière cette reconnaissance. Donc, pour moi, c'est important de le mentionner, surtout si vous avez besoin d'aménagement dans votre poste ou votre temps de travail. Moi, j'ai trouvé ça très clair aussi, Stécie, c'est Oui. vraiment super. Avec plaisir. Merci encore pour cette invitation. Ravie de pouvoir participer à ces tables rondes.